ce webinaire va traiter des enjeux d'emploi des seniors, notamment en lien avec la dernière réforme des retraites. Donc, il est animé par Marie-Astrid et moi-même. Donc, Marie, tu peux te Je me présenter. présente en quelques mots. Alors, Marie-Astrid Clergeau, moi je travaille chez Secafi depuis 3 ans maintenant et je suis rattachée au bureau de Nantes. J'interviens exclusivement sur les aspects RH et sociaux, les enjeux d'emploi et de conditions d'emploi dans les analyses de politique sociale ou dans les analyses et l'accompagnement sur les restructurations. Et sur tout type de secteur avec une petite dominante industrie et assurance. Et Antoine Raymond, donc moi je suis responsable du pôle études et prospectives dans le groupe Alpha. Donc on va commencer donc cette séance avec déjà un premier propos qui est de savoir de quoi on parle en fait quand on parle des seniors, de qui on parle plus précisément. La question de la seniorité, en fait, dans les entreprises, elle est abordée en général sous l'angle de l'âge et non de l'expérience. Donc ça, c'est pas neutre puisque ça connote les choses de façon plus négative. Et généralement, la notion d'âge, elle est associée à des enjeux en termes de coût du travail, d'absentéisme, de résistance au changement. Et donc, voilà, c'est une présentation un peu plus négative. Sur les salariés seniors, en fait, dès lors qu'on parle d'âge, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'acception partagée sur cet âge-là. L'âge, en fait, ça dépend de la finalité des objectifs poursuivis. Vous voyez que selon les institutions, selon les sujets que l'on traite, on va avoir des âges différents. On va être considéré senior à 50, 55 ans, voire 45 ans dans certains cas. Dans les entreprises, notamment sur la GEPP, toute la deuxième partie de carrière est abordée à partir de 45 ans. Alors voilà, donc quand on sait que l'âge de la retraite quand même a été allongé et que l'âge un peu d'entrée dans le premier CDI, c'est aux alentours de 30 ans, bon voilà, senior, on y est quand même assez vite et finalement il reste une partie très longue de la vie professionnelle à faire. Donc, il faut bien distinguer du coup qu'on va avoir dans les entreprises des profils seniors et des salariés seniors, donc avec une référence à l'âge. La notion de profil étant, elle, plutôt liée à l'expérience. Si bien qu'il y a des praticiens qui, eux, considèrent que plutôt que de salariés seniors, il vaudrait mieux parler de salariés expérimentés. Alors, pourquoi ce webinaire ? Pourquoi ce webinaire? Parce qu'on a une situation de départ qui est la suivante. On a un taux d'emploi des 55-59 ans qui a progressé et qui se situe dans la moyenne européenne. Mais on a un taux d'emploi des 60-64 ans en France qui est parmi les plus faibles d'Europe. Il s'élève à 33,1% contre 46,1% pour la moyenne de la zone euro. Donc, pourquoi est-ce qu'on a ce taux d'emploi plus faible pour les 60-64 ans? Pour 2 raisons. Parce qu'on a un âge de la retraite plus faible. Il y a des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas sont entre 65 et 67 ans. Nous, l'âge légal d'ouverture des droits donc, était de 62 ans avant la dernière réforme. Donc un âge de la retraite plus faible, donc logiquement, les gens accèdent plus vite à la retraite, donc ils sont moins en emploi. Et puis deuxième raison, c'est également qu'on a un sas de précarité qui est relativement important. Donc ça englobe en fait des situations de personnes qui sont ni en emploi ni en retraite, ce qu'on appelle les NER, qui représentent à peu près 30% des personnes âgées de 59 à 61 ans. Donc cette situation, ça renvoie à des facteurs structurels, on va le voir par la suite. Et ça montre également que le sujet, en réalité, n'est pas nouveau, ce sujet des seniors. Partant de cette distinction, en fait, on a 2 stratégies possibles pour relever le taux d'emploi, non exclusives l'une de l'autre. C'est agir sur le volume des personnes qui sont ni en emploi ni à la retraite, c'est-à-dire en invalidité, au chômage, en inactivité, ou alors augmenter l'âge de la retraite.
parce que l'augmentation de l'âge de la retraite, mécaniquement, produit une augmentation du taux d'emploi. Donc c'est le choix qui a été fait lors de la réforme des retraites de 2010, la réforme Sarkozy, augmentation de l'âge de la retraite sans action véritablement pour réduire le sas de précarité, donc pour chercher à travailler vraiment sur l'emploi des seniors. C'est également le choix qui a été fait lors de la dernière réforme de 2023, bien qu'il y ait eu avant des hésitations, puisque le président Macron avait dit notamment que, vous vous rappelez sans doute sa grande déclaration, que bon courage pour atteindre déjà 62 ans. Donc c'était ça qui visait, c'était le sas de précarité. Et ensuite, donc 2 ans plus tard, il annonce un relèvement de l'âge de la retraite. Donc, aujourd'hui, la situation est telle qu'on a un nouveau relèvement de l'âge de la retraite. Donc ça, en soi, c'est pas forcément nouveau, hein, parce qu'on a déjà vécu cette situation en 2010. Mais aujourd'hui, les entreprises doivent gérer ce relèvement alors que les précédentes réformes sont à peine achevées, voire en cours d'achèvement pour le relèvement de la durée de cotisation. Je vous rappelle que la réforme Sarkozy, elle a fait passer l'âge de la retraite de 60 à 62 ans en 2016, mais il y avait également l'âge de liquidation de la retraite à taux plein qui a été relevé de 65 à 67 ans en 2023. Et donc, on sort à peine de ce mouvement-là et on remet un mouvement là-dessus. Donc, il y a clairement en fait un risque aujourd'hui de prolongation et de gonflement de ce sas de précarité si les entreprises ne traitent pas le sujet. Donc c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. On est quand même un des seuls pays où on vient de relever en quelques années 2 fois l'âge de la retraite et on augmente de 4 ans entre 2010 et 2030, alors que la plupart des autres pays ont fait ça de façon beaucoup plus progressive. Donc c'est pas neutre pour l'emploi dans les entreprises. Autre argument, c'est qu'en fait, il y a des problématiques nouvelles aujourd'hui qui se posent. Alors, il y a l'augmentation de l'absentéisme. Donc ça, il y a un enjeu pour les entreprises de maîtrise de leurs coûts. Il y a des besoins accrus en main-d'œuvre. Il y a de nombreux secteurs où cette situation est quand même particulièrement frappante. Il y a une problématique aussi du sens au travail. Et donc, pour toutes ces raisons, qui sont plutôt aujourd'hui un peu nouvelles par rapport aux facteurs structurels qu'on va voir maintenant, il faut qu'il y ait une mobilisation des entreprises sur l'emploi des seniors. Donc, c'est pour cette raison qu'on a choisi donc de faire ce webinaire. Donc, on va voir dans une première partie quels sont les enjeux aujourd'hui qui se posent dans les entreprises. Ensuite, on va voir la façon dont les entreprises s'en saisissent actuellement. Et troisième point, la façon dont elles pourraient s'en servir et notamment quels sont les leviers d'action possibles. Peut-être un mot sur la règle du jeu qu'on vous propose d'adopter par rapport aux questions qui seront posées dans le fil de conversation. On va peut-être laisser les questions pour l'instant en suspens et en conservant un temps d'un quart d'heure à l'issue de la présentation pour répondre à, on l'espère, l'ensemble des questions qui auront été posées. Alors, un mot, enfin un peu plus qu'un mot, sur les enjeux de l'emploi qu'est-ce qu'il y a derrière les enjeux d'emploi des seniors aujourd'hui? Au niveau macro, le sujet de l'emploi des seniors, il renvoie à 2 problématiques majeures, dont la source est à analyser au travers des politiques publiques, mais pas que, aussi au travers des pratiques des entreprises. Le premier sujet derrière l'emploi des seniors, c'est ce que disait Antoine tout à l'heure, c'est le sujet du niveau d'emploi et du sous-emploi des seniors, donc là, à partir de 50 ans et plus largement à partir de 60 ans. Et la problématique de sous-emploi, elle est liée à 2 phénomènes. Le premier phénomène, c'est les sorties anticipées de l'emploi. Il y a davantage de sorties anticipées de l'emploi, davantage d'abord de rupture de contrat de travail pour les salariés seniors, de rupture conventionnelle, de licenciement, on le verra. Et puis, il y a des sorties anticipées qui sont liées aux raisons de santé, à des arrêts longs, à des invalidités. Donc, il y a plus de sorties d'emploi à 50-55 ans et il y a un retour rendu beaucoup plus difficile dans l'emploi pour ce type pour ces salariés
parce que une forme de discrimination au retour à l'emploi, et puis parce que il y a des stéréotypes qui sont véhiculés derrière l'emploi des seniors. Premier sujet, c'est celui donc du niveau d'emploi. Et puis le deuxième sujet, c'est celui de l'état de santé des salariés de plus de 50-55 ans. Et derrière, c'est les questions d'absentéisme quand les salariés sont encore en emploi, hein, donc ils ne sont pas sortis de l'emploi. Et derrière ces questions d'absentéisme, il y a aussi deux phénomènes. Le premier, c'est que les conditions de travail et la pénibilité du travail évoluent peu. Il y a, il y a peu d'évolution de l'exposition aux facteurs de pénibilité des salariés seniors par rapport aux salariés non seniors. Donc, il y a à peu près la même exposition aux facteurs de pénibilité, mais la capacité à soutenir le travail et à rester en emploi dans ces conditions de travail n'est plus la même pour ces salariés. Ce que je vous propose, c'est de vous dire un mot de chacun de ces facteurs-là, et ensuite on rentrera avec un peu plus de finesse dans la situation que nous, on observe dans les entreprises quand on y intervient. Je vous disais, des sorties anticipées de l'emploi pour les seniors. Là, on vous a mis un graphique qui montre que les seniors, donc les seniors, on emploie le terme senior, mais à chaque fois, c'est avec des considérations d'âge différentes. Les seniors de plus de 55 ans sont davantage concernés par les licenciements et les ruptures conventionnelles que les autres salariés. Et on a même un pic de licenciements économiques et non économiques et de ruptures conventionnelles vers 59-60 ans. Deux hypothèses qui sont mises en évidence dans les différentes études. La première hypothèse est liée finalement aux règles de l'assurance chômage, avec potentiellement certains comportements opportunistes des entreprises, puisqu'il y aura inscription au chômage sur un temps plus long de ses salariés. Et deuxième hypothèse, c'est celle d'un ciblage des salariés seniors qui peuvent être compris comme étant plus coûteux pour les entreprises. Et donc, les salariés seniors sont davantage ciblés quand il doit y avoir licenciement économique ou non économique et rupture conventionnelle. Donc, les sorties anticipées liées aux ruptures des contrats de travail, et puis il y a les sorties anticipées qui sont liées à l'état de santé des salariés. L'état de santé, c'est-à-dire les arrêts longs, les incapacités, les invalidités, sont à l'origine d'un tiers des sorties anticipées de l'emploi. Et là, il n'y a pas une égalité entre les catégories socioprofessionnelles, entre les métiers. Les sorties anticipées pour raison de santé, donc on n'est pas en capacité de tenir l'emploi, on est en arrêt long ou on est en invalidité. Cette situation concerne bien davantage les ouvriers que les cadres, et c'est particulièrement exacerbé sur certains métiers de la manutention, de l'industrie et des services aux particuliers. Donc plus de sorties dans l'emploi de ces salariés parce que licenciement, parce que rupture conventionnelle et parce que état de santé ne permettant pas de rester en emploi, et puis plus grande difficulté pour les salariés de plus de 55 ans à revenir en emploi. Là, on vous a mis un graphique, alors je ne sais pas si vous voyez, non. Le graphique qui est à droite fait état des 10 premières craintes de discrimination sur le marché du travail. Et l'âge est cité comme le premier motif de discrimination sur le marché du travail, et c'est très loin devant l'apparence physique, le genre, le niveau de diplôme, l'origine sociale. Donc, l'âge des salariés est un frein au retour à l'emploi. C'est un frein pour plusieurs raisons potentielles. Le niveau de rémunération, la crainte des employeurs à accueillir des salariés ayant une plus grande fragilité de l'état de santé. Et puis, il y a tous les stéréotypes qui sont véhiculés autour de la question de la seniorité, enfin de l'âge des salariés, la crainte d'une moins grande capacité d'adaptation, d'une moins grande maîtrise des outils digitaux. Donc, il y a un phénomène de frein ou de discrimination au retour à l'emploi des salariés les plus âgés. Et ça va se manifester par des durées de chômage plus longues et puis par des taux de retour à l'emploi nettement plus faibles à mesure de l'âge. Les discriminations, là, on en fait état dans le retour à l'emploi et la capacité de retrouver un emploi, mais les études manifestent, les différents sondages qui ont été réalisés manifestent que les discriminations existent aussi dans les parcours professionnels. Ce n'est pas qu'un phénomène de discrimination à l'embauche.
c'est aussi un phénomène qu'on va retrouver dans les dynamiques professionnelles autour de la capacité d'accès à certains postes à responsabilité, la capacité d'accès à des promotions, à des augmentations, et on va le voir. Donc, premier enjeu, celui du niveau d'emploi, avec plus de sorties et une plus grande difficulté à revenir en emploi. Deuxième phénomène qui est mis en avant au plan macro, c'est la question de l'absentéisme et plus globalement de l'état de santé des salariés seniors. Et ce qu'on observe, bah, nous, mais ce que surtout les indicateurs, notamment de la branche risque professionnel, mettent en avant, c'est que finalement, il y a très peu d'évolution de l'exposition aux facteurs de pénibilité des salariés les plus âgés. Il y a quasi la même exposition aux facteurs de pénibilité de bruit, de travail alternant, de port de charge, de gestes répétitifs. Donc, on a la même exposition aux facteurs de pénibilité, mais la soutenabilité des conditions de travail décroît fortement avec l'âge. Les conditions de travail évoluent peu, les facteurs de pénibilité évoluent peu, et là sont matérialisés les facteurs de pénibilité physique. Mais on sait que les facteurs de pénibilité psychosociaux sont aussi, voire plus importants, dans la soutenabilité du travail. Donc, les conditions de travail évoluent peu, l'exposition aux facteurs de pénibilité évolue peu, mais c'est moins soutenable pour les salariés les plus âgés. Et d'ailleurs, les accidents du travail, s'ils sont moins fréquents à mesure de l'âge, ont des indices de gravité nettement plus élevés. Les arrêts sont également plus longs quand les salariés les plus âgés sont exposés aux facteurs de pénibilité. Et donc là, l'idée, c'était de faire état en quelques mots, j'espère que ce n'était pas trop synthétique en tout cas, des enjeux au plan macro d'accès, d'emploi et de santé des salariés. Nous, dans le cadre des analyses qu'on fait, notamment des analyses de politique sociale, on questionne, et de plus en plus largement, ces sujets d'emploi des seniors. Et en fait, il y a à peu près 4 constats qu'on peut faire et qu'on peut généraliser. C'est quasiment systématique dans les entreprises dans lesquelles on intervient. Le premier constat, c'est qu'il existe finalement très peu de mesures qui concernent explicitement la population des salariés les plus expérimentés ou les salariés seniors. Et quand il y a des mesures dans les entreprises qui concernent spécifiquement cette catégorie de salariés, ce sont principalement des mesures qui tendent à favoriser le départ des salariés ou à réduire sur les derniers mois de la vie professionnelle des salariés le temps de travail. Donc, quasiment pas de mesures ou des mesures visant plutôt à favoriser la sortie de l'emploi. Deuxième constat, c'est qu'il y a très peu de suivi dans les entreprises des indicateurs sociaux en fonction de l'âge. Les seuls indicateurs qu'on peut voir suivis sur les différentes tranches d'âge, c'est éventuellement celui de l'accès à la formation, c'est éventuellement celui des taux d'absentéisme, mais il n'y a pas d'action qui en découle. Mais ne sont pas suivis ou très peu ou rarement les indicateurs de taux de promotion, de taux de mobilité, de taux d'augmentation. Ça ne se fait pas par distinction des tranches d'âge. Troisième constat qu'on est amené à faire, c'est que quand nous, on essaye de recalculer ces indicateurs et de faire un focus sur les salariés seniors, on voit qu'il y a une dégradation des indicateurs pour les salariés de plus de 50 ans et c'est quasi systématique et je l'illustrerai juste après. On observe généralement un moindre accès à la formation, un taux de mobilité plus faible, un taux de promotion qui décroît et des taux d'augmentation. Alors, ce n'est pas sur le pourcentage d'augmentation, c'est même sur le taux de salariés concernés par des augmentations qui décroît. Ça, c'est le troisième constat. Et le quatrième constat, qui est particulièrement important en ce moment, c'est celui de la question de la transmission des savoirs, des savoir-faire, la question de la transmission, de son anticipation dans les recrutements, de son organisation et de sa valorisation, elle n'est pas traitée ou elle n'est pas structurée. C'est-à-dire que quand il y a le sujet de la transmission existe dans l'entreprise, ça se fait finalement sur le terrain par les collègues ou organisé par les managers dans des petites unités. Mais c'est faiblement organisé par les entreprises.
on voulait illustrer un peu par quelques données ce moindre accès à la formation, ce moindre taux de mobilité, ce moindre taux de promotion. Et on a choisi de ne pas vous présenter les données d'entreprises dans lesquelles on intervient, mais de remonter d'un cran en montrant les indicateurs qui sont produits par les observatoires de branche ou par les services de formation, par les OPCO. Et alors d'abord, ils ne sont pas très nombreux, hein, les observatoires de branche qui identifient les sujets spécifiques sur les seniors. On en a trouvé quelques-uns, alors on vous les présente. Là, c'est quelques graphiques. Donc, on a le secteur de la banque, le secteur des matériaux de construction, le secteur de l'assurance, celui de la santé et du médico-social. Et sur l'ensemble de ces graphiques, on peut constater qu'il y a un accès à la formation, alors soit en taux d'accès, soit en nombre moyen d'heures de formation, hein, qui décroît avec l'âge. Et c'est systématique. Et on n'a pas montré d'autres, enfin, si d'autres branches ne sont pas montrées là, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas cette décroissance, c'est que les données ne sont pas produites. Et juste ce qui permet d'expliquer qu'il y a ce moindre taux d'accès à la formation des salariés, c'est d'abord parce qu'il y a plus de refus des entreprises, mais aussi parce qu'il y a moins de demandes des salariés seniors dans l'accès à la formation. Moins de demandes parce que les formations ne sont pas toujours adaptées et parce que finalement l'utilité pour les salariés de bénéficier de ces formations dans une progression de carrière ne se révèle pas toujours. Donc, un moindre taux d'accès aux formations qu'on observe dans l'ensemble des données des observatoires qui sont produits. On a aussi des données qui manifestent que donc au-delà des données que nous, on traite dans les entreprises, que le taux de promotion, il décroît aussi avec l'âge. Là, on vous a repris les données de la branche négoce matériaux de construction, où on voit que pour les plus de 55 ans, on a un taux de promotion qui passe à 0,5 quand il avoisine les 2% pour l'ensemble de la population. On vous a repris aussi les données de la banque. Et là, on a une décroissance progressive dès 35 ans des taux de promotion sur les emplois de techniciens, sur les emplois de cadres et dans le passage de CSP de technicien à cadre. Alors, ce graphique, il montre aussi qu'il y a un décroché homme-femme, mais bon, ça pourra faire l'objet d'un autre webinaire. Mais le taux de promotion, il décline très sensiblement et jusqu'au bout à mesure de l'âge. Et puis, on a aussi un moindre accès aux augmentations. Alors là, les données sont encore plus rares. On a récupéré les données de l'APEC où on observe que au fur et à mesure des tranches d'âge, le taux de cadres bénéficiaires d'augmentation décroît. Et sur le sujet des augmentations, hein, il y a des baromètres. Là, on vous a repris un baromètre qui est produit par Malakoff Humaniste qui traduit qu'il y a 28% des salariés qui vivent aujourd'hui, des salariés seniors, des discriminations en matière de rémunération. Voilà pour le panorama un peu dégradé de la situation et des indicateurs et sur le plan macro et dans les entreprises qu'on observe sur la situation des salariés seniors. Et donc, encore une fois, il n'y a pas de taquet. Senior, ce n'est pas forcément 50 ans. Mais en fonction des données disponibles, on voit que tout tend à décroître dans les indicateurs à partir de 50 ou 55 ans. Donc, on va poursuivre avec les pratiques actuelles dans les entreprises. Donc, compte tenu de ce qu'a dit Astrid, en fait, on voit bien qu'il y a un véritable défi sur l'emploi des seniors aujourd'hui. Donc, il y a une mobilisation, je l'ai dit en introduction, indispensable aujourd'hui compte tenu de la réforme. On ne sait pas non plus précisément ce qui se passe aujourd'hui de façon globale dans les entreprises en matière d'emploi des seniors. Alors, nous, on le sait, comme l'a dit Astrid, parce qu'on intervient et puis par les missions qu'on mène, on voit un certain nombre de choses. Néanmoins, aujourd'hui, personne n'est capable de dire en France combien il y a de pré-retraites d'entreprises. Les pré-retraites, c'est, enfin, ce que j'entends par pré-retraite, c'est congé de fin de carrière, dispense de fin d'activité. Donc, tous ces dispositifs de cessation anticipée d'activité qui ont été quand même pas mal médiatisés pendant la crise sanitaire. Aujourd'hui, on ne connaît pas la réalité du phénomène. Voilà, de la même manière, la question de l'emploi des seniors est absente des politiques publiques depuis plus de 10 ans.
Donc aujourd'hui, voilà, il faut vraiment traiter ce sujet-là. Donc concrètement, que font les entreprises en la matière? Alors, pour le savoir, on s'est dit qu'un bon moyen, en fait, c'était de regarder dans les accords d'entreprise ce qui était mis en œuvre. Et donc, on a fait ce travail d'analyse avec trois objectifs. Le premier, c'était de quantifier ce thème senior dans la négociation collective. Donc, identifier et recenser les accords seniors parce qu'il n'existe pas d'accords seniors, enfin de thèmes seniors. On travaille, nous, à partir des accords qui sont déposés sur Légifrance, les accords signés par les entreprises qui remontent au DRITS et qui ensuite sont transmis à la Direction d'information légale et administrative et qui sont donc sur le site Légifrance. Donc il y a des thèmes, d'accord, mais il n'y a pas de thème senior. Par conséquent, il faut identifier ces accords-là. Et donc ça, c'est un travail fastidieux que l'on a mené parce qu'il faut voilà, potentiellement identifier tous les thèmes qui traitent de ce sujet et puis ensuite regarder dans le contenu. Deuxième objectif, c'est d'analyser la diversité des dispositifs qui sont mis en œuvre. Donc, voilà, savoir un peu concrètement ce que font les entreprises en matière de formation, en matière d'aménagement des conditions de travail, etc. Troisième objectif, élaborer une catégorisation de ces dispositifs. Parce qu'une fois qu'on a un peu cette vision globale, c'est intéressant parce qu'on peut le faire à l'échelle d'un secteur, on peut le faire pour les concurrents d'une entreprise, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de référencer un peu tous ces types de mesures que les entreprises peuvent actionner selon les différentes problématiques pour pouvoir ensuite, nous, être en position de conseil et alimenter un accompagnement sur mesure. Je prendrai un exemple ensuite. Donc, ce que l'on a fait, voilà, c'est après cette identification des accords, on a donc au final 2470 accords qui traitent des seniors sur une période de 5 ans. Donc des accords qui ont été signés entre le quatrième trimestre 2017 et le premier trimestre 2023. Donc c'est peu, c'est très peu, ça confirme ce qu'on observe dans nos missions. Pour comparaison, vous avez à peu près 75 000 accords d'entreprise signés chaque année, 4 000 accords de télétravail qui ont été signés en 2021. Donc vous voyez, accords de télétravail en une année, c'est plus que les seniors en 5 ans, beaucoup plus. Et vous avez à peu près 5 000 à 500 à 6 000 accords d'égalité pro signés chaque année. Donc on a cette base de 2470 accords et on s'est dit qu'on allait en analyser une partie. Donc on a analysé 165 accords avec une diversité de taille et de secteurs. Partant de là, se pose la question, comment on fait? Alors, comment on analyse ces accords qui sont quand même assez disparates a priori? On a identifié en fait les problématiques qui pouvaient se poser dans les entreprises et des leviers d'action possibles qui sont listés dans les accords. Donc là, vous avez une présentation un peu globale de la chose. Donc, par exemple, sur une problématique de maintien dans l'emploi et de parcours et de gestion des parcours professionnels, eh bien, on va avoir des mesures qui relèvent de la gestion et du suivi de l'emploi des seniors, des mesures qui relèvent de la formation, des mesures qui relèvent de la transmission des compétences. Sur l'aménagement des conditions de travail, il va y avoir un certain nombre de dispositifs qui vont être pris, aménagement des horaires, changement dans l'organisation du travail, changement de poste, etc. Bon, je ne vais pas faire le détail de tout ça. Simplement, ce que l'on peut dire, c'est que quand on regarde les thèmes qui sont traités par les entreprises, globalement, elles traitent assez peu des thèmes seniors, puisque là, sur ces 2470, on voit que la plupart, enfin, on est autour de 50 à 60% des accords qui traitent un peu de la plupart des thèmes. Donc ça, c'est avec des résultats quand même assez disparates, notamment sur le suivi de santé. Vous voyez que le suivi de santé est très peu abordé.
La question de la gestion du suivi de l'emploi des seniors, comme d'autres thèmes, peut apparaître un peu surestimée, parce qu'en fait, un thème de cette nature-là peut recouvrir plusieurs dispositifs. Dès lors, il suffit qu'un seul dispositif soit abordé pour que le thème soit considéré comme traité. Et du coup, derrière ça, en fait, voilà, il y a des résultats qui, en réalité, sont nettement moins bons que ceux qu'on a en première analyse. Alors, si je prends un rapide exemple sur la cessation anticipée d'activité, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne sait pas ce qu'il en est dans les entreprises. Donc, grâce à notre analyse, ce qu'on a mis en évidence, c'est qu'on avait 41% des accords qui instauraient des dispositifs de cessation anticipée d'activité. Donc, là-dessus, il y a en fait différents leviers qui peuvent être mobilisés. Il y a le congé de fin de carrière, 23%. Il y a également l'aide au rachat de trimestre, des mesures qui peuvent être prises autour de l'indemnité de départ en retraite et le cumul emploi-retraite. Donc là-dessus, en fait, si on rentre sur les 23% d'accords qui instaurent un congé de fin de carrière, la durée du dispositif, on voit qu'elle peut être variable. Elle est le plus souvent d'1 an. Donc les entreprises financent en gros des départs. Donc les seniors sortent de l'entreprise, mais ils restent en emploi, ils restent payés par elle. Et le plus souvent, ça dure 1 an, mais certaines entreprises peuvent financer jusqu'à 4 ans. Ce qui par ailleurs rejoint une des questions, enfin un commentaire plus exactement du chat, qui évoquait la situation en Allemagne où certaines entreprises font sortir également les gens plus tôt. Oui, ça, c'est des pratiques d'entreprise et ça existe également dans d'autres pays. Euh, L'accès au dispositif, en général, il concerne le plus souvent tous les salariés. Et quand il concerne une partie d'entre eux, la plupart du temps, c'est pour des raisons de pénibilité, plus que pour faire sortir des gens qui occuperaient des emplois menacés. Et enfin, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que 35% des accords, par exemple, exigent une condition d'ancienneté pour rentrer dans un dispositif de fin de carrière. Voilà, donc ça vous donne un exemple. Je ne traite pas les autres sujets pour avancer dans la présentation, mais ça vous donne un exemple en fait de ce que produit notre analyse d'accord et de ce qu'on peut illustrer aussi sur, je vous l'ai dit, sur certains échantillons de secteurs, voire de concurrents. Et c'est très illustrateur en fait parce que ce qu'on peut voir, c'est des vraies différences selon les secteurs. Pour avoir fait une analyse récente sur un échantillon, on avait des mesures de prévention de la pénibilité qui étaient relativement développées, notamment tout ce qui concernait l'aménagement des conditions de travail. En revanche, la cessation anticipée d'activité était quasiment nulle, ce qui d'ailleurs peut être un peu surprenant bon, au premier abord, puisqu'on peut se dire qu'il peut y avoir un intérêt, comme on le voit là avec le fait de cibler sur les métiers pénibles, à faire de la retraite anticipée pour que les gens puissent sortir plus tôt. Troisième objectif, donc je l'ai dit, premier objectif de ce travail, c'était quantifier les accords seniors. Deuxième objectif, c'était cette grille d'analyse et puis donner à voir la diversité des pratiques. Troisième objectif, c'est donner une catégorisation des dispositifs afin d'alimenter un accompagnement. Par exemple, donc, si j'illustre mon propos, une entreprise qui voudrait s'engager dans une négociation sur la réduction du temps de travail en fin de carrière. Tout le monde connaît à peu près ce fameux dispositif de temps partiel senior. En tout cas, c'est le plus utilisé et un de ceux qui l'est de plus longue date. Mais concrètement, ce dispositif-là, comment on l'aborde? Il y a plein de façons de l'aborder et il y a plein de façons de le décliner. Ça peut être plus ou moins ambitieux, plus ou moins adapté, etc. Donc, en fait, voilà, on a répertorié parmi toutes les pratiques des entreprises qu'on a pu voir, on a classé en fait un peu tous les différents types de temps partiel qu'il pouvait y avoir, et ensuite, on a identifié un certain nombre de critères de modulation. Voilà, sur quoi on peut jouer. Et si l'entreprise ne veut pas, si la direction ne veut pas lâcher sur tel ou tel sujet, ben, on peut peut-être jouer sur un autre. Voilà, donc en fait,
tout ça permet d'avoir une approche assez fine et d'être pertinent en fait pour pouvoir avancer dans une négociation. On en vient à la dernière partie sur les leviers d'action. Alors, sur les leviers d'action, et ça rejoint aussi une question qui a été posée tout à l'heure, aujourd'hui, il n'y a aucune obligation sur le niveau et la qualité d'emploi des seniors dans les entreprises. Il y a des obligations générales, mais qui concernent tous les salariés, quel qu'en soit l'âge, des obligations générales sur l'absence de discrimination, sur l'égalité de traitement, sur la sécurité, sur la prévention des risques professionnels, sur l'adaptation au poste, sur l'employabilité, etc. Mais ça concerne tous les salariés de l'entreprise. Rien de spécifique sur les seniors. Depuis 2017, sur la partie négociation, depuis 2017, la seule négociation qui peut, et donc c'est potentiellement traiter de la question de l'emploi des salariés âgés, c'est la négociation sur la GEPP, mais le thème de l'emploi des salariés âgés est un thème facultatif. Donc pas d'obligation du niveau d'emploi, de la qualité d'emploi, et pas d'obligation de négociation. Donc, on a le levier de la responsabilité sociale, nous, qui nous paraît déterminant pour approcher l'ensemble de ces enjeux, que ce soit l'enjeu de l'emploi, l'enjeu du retour à l'emploi, l'enjeu du maintien de l'emploi, de préservation de l'employabilité, que ce soit de l'employabilité au sein de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, la responsabilité dans la préservation de la santé physique et mentale des salariés. Et encore une fois, pas que dans le cadre de l'entreprise, il y a une responsabilité des entreprises aussi à la préservation de cette santé une fois que les salariés seront passés en retraite. Et puis, on a une responsabilité aussi des entreprises dans le maintien d'un revenu décent, y compris lors du passage en retraite des salariés. Quels sont les axes de politique senior qui peuvent être déployés dans les entreprises? Il y a 4 axes qui peuvent être déployés. On peut travailler sur l'emploi des seniors, c'est-à-dire qu'on peut introduire dans les accords ou dans les faits, hein, mais on privilégie quand même le fait de le retranscrire dans des accords, des mesures qui visent à favoriser le recrutement des salariés seniors. On va travailler sur les process de recrutement, on va travailler sur les représentations internes, on peut même associer les objectifs. On peut travailler sur le maintien de l'emploi des salariés seniors, c'est-à-dire sur l'absence de le fait de cadrer les ruptures anticipées de contrat de travail des salariés à partir d'un certain niveau d'expérience, d'ancienneté ou d'âge. On peut travailler, c'est la deuxième brique, sur les conditions d'emploi des seniors, travailler sur la capacité des seniors, capacité physique et mentale des seniors à rester en emploi, donc sur la partie soutenabilité de l'emploi. Et ça veut dire adapter les conditions de travail au gré des parcours professionnels, prévoir des possibilités de reconversion, prévoir des mobilités professionnelles, et puis peut-être aussi avoir une politique de prévention des risques professionnels adaptée aux salariés après un certain nombre d'années d'exposition aux facteurs de pénibilité. Donc là, c'est sur la capacité, garantir la capacité physique et mentale à tenir l'emploi. Et puis, on peut travailler aussi dans les accords sur le fait de maintenir l'envie des salariés de rester en emploi, avec la possibilité de prévoir des leviers de mobilisation spécifiques qui vont toucher les salariés les plus expérimentés, confier des responsabilités complémentaires, les mobiliser sur la formation, sur le tutorat, sur la représentation de l'entreprise à l'extérieur, déployer des filières d'expertise pour poursuivre la dynamique professionnelle. On a une troisième grande brique autour de la politique d'emploi des seniors dans les entreprises qui vise à maintenir la dynamique de parcours professionnel, quel que soit l'âge des salariés, y compris en deuxième ou troisième partie de carrière. Et donc ça passe par la formation. Donc favoriser l'accès à la formation en jouant sur le contenu des formations et sur l'effet que les formations auront dans le parcours professionnel des salariés. Donc la dynamique professionnelle, et puis assurer aussi qu'il y ait une reconnaissance salariale tout au long de la carrière, y compris sur les dernières années de la vie professionnelle, par des leviers de reconnaissance de l'expérience acquise, et puis par un mécanisme de suivi et de suivi de l'équité dans l'évolution des rémunérations. Et puis la quatrième brique, c'est celle de l'accompagnement des fins de carrière. Et l'accompagnement des fins de carrière, ça ne veut pas dire seulement
l'aménagement des fins de carrière, mais c'est aussi l'organisation de la transmission avant de partir à la retraite, l'organisation de la transmission des savoirs en interne et éventuellement l'organisation de la transmission des savoirs à d'autres acteurs que l'entreprise. Et ça, c'est des dispositifs du type mécénat de compétences qui peuvent être d'abord valoriser l'expertise des salariés et puis en faire bénéficier d'autres. Et on a tous les dispositifs d'aménagement de fin de carrière autour de… donc là, on est vraiment sur les toutes fins de carrière, autour de l'adaptation de la charge de travail, des objectifs de travail, sur les dispositifs de départ anticipé, et puis jusqu'à la matérialisation au moment du départ à la retraite de la reconnaissance des salariés, donc par le biais des indemnités de départ en retraite notamment. Là, c'est l'ensemble du champ des possibles quand on veut traiter dans les entreprises de la question de l'emploi des seniors. Après, quelques préconisations autour de la méthode pour travailler ces sujets. Alors nous, on préconise de travailler en 4 étapes, 4 grandes étapes. La première, c'est celle d'identifier le pourquoi on souhaite travailler sur les seniors. Quelles sont les ambitions qu'on poursuit? Quels sont les axes qu'on entend travailler? Est-ce que c'est les questions d'emploi, de conditions d'emploi, de parcours professionnel, ou est-ce qu'on souhaite mettre l'accent sur les fins de carrière? Et puis, il est important de définir aussi le cycle de vie professionnelle des salariés. Est-ce qu'on va travailler sur les salariés à partir d'un certain âge, d'un certain niveau d'expérience? Est-ce qu'on va mettre en évidence des temps de vie professionnelle dans le parcours de tous les salariés et on va plutôt agir sur la 2e, 3e, 4e partie de carrière? Donc ça, c'est la première étape. Qu'est-ce qu'on veut faire? Sur quoi on veut travailler? Et qu'est-ce qu'on entend, nous, par senior? Deuxième étape de travail, c'est la réalisation d'un diagnostic. C'est quoi les enjeux dans notre entreprise? C'est quoi les enjeux des seniors? On part d'où? Et le diagnostic, il doit être idéalement quantitatif. On va regarder les indicateurs RH et puis qualitatif. On va recueillir les représentations des salariés. Troisième étape, c'est celle de… Donc, on sait pourquoi on veut le faire, on sait sur quoi on va travailler, on a une idée de la situation de l'entreprise, et bien on va définir les mesures, les objectifs, et puis s'assurer qu'il y a un suivi en définissant des modalités de suivi, qui, quand, quelle fréquence, sur quel type d'indicateur. Et puis, quatrième étape qui est préconisée, c'est la retranscription de l'ensemble de ce travail dans donc à la fois les ambitions, les actions, les objectifs et le suivi dans des accords. Ça peut être un accord GEPP, mais ça peut être un accord dédié. Ça peut être tout type d'accord, en fait. Compte tenu il y a un champ des possibles pour loger ces mesures dans tout type d'accord. Donc au final, pour reprendre un peu ces différentes étapes, ce que CECAFI peut faire pour vous, c'est premièrement une analyse de la politique senior, notamment dans le cadre de l'expertise sur la politique sociale, l'emploi et les conditions de travail. Donc on a vu avec les diagnostics d'enjeux d'emploi des seniors, diagnostic aussi sur les conditions de travail, mise en évidence des intentions et leviers d'action. Deuxièmement, c'est aussi une analyse comparative des mesures qui sont prises chez vos concurrents ou dans le secteur. Ça, en fait, ça va aider, troisièmement, à la négociation d'un accord dont Astrid a parlé. Et quatrième intervention possible, c'est un accompagnement plus global sur la GEPP, la prévention de la pénibilité, etc. Donc là, en privilégiant plutôt la notion de parcours à la notion d'âge, ce qui permet d'envisager en fait une action préventive globale de maintien de la capacité de travail sur l'ensemble de la vie professionnelle. Et à ce titre, il est particulièrement important qu'on ait dans l'entreprise une expression des salariés à tout âge, pas que les seniors en l'occurrence, hein, puisqu'on veut justement promouvoir cette notion de parcours. Et du coup, cette expression des salariés est importante pour objectiver les constats et orienter en fait l'identification et la mise en œuvre des leviers pour gérer ces parcours professionnels. Donc on a ça en fait, ce type d'enquête existe au niveau macro. On a les enquêtes conditions de travail, on a des enquêtes santé itinéraire professionnel. Et dans d'autres pays, c'est comme ça notamment que la situation des seniors a été discutée dans les entreprises. Il y avait une question tout à l'heure, c'était comment est-ce qu'on fait pour faire venir le sujet?
il me semble que ce type d'enquête est un bon moyen, puisque en faisant s'exprimer les salariés à tout âge sur un certain nombre de choses, sur leurs conditions de travail, sur la formation, etc., on peut derrière voir en fait si oui ou non, en projection, ils vont pouvoir en vieillissant se maintenir en emploi, si leur capacité de travail va se réduire ou pas. Et donc, enfin, plusieurs pays ont fait ça et ça semble particulièrement intéressant à promouvoir. Voilà, donc nous en avons fini avec cette présentation. Nous vous remercions pour votre attention et puis nous sommes ouverts à quelques questions puisqu'on a été un petit peu long, donc pour ceux qui peuvent rester avec nous et qui souhaitent poser des questions, nous les prenons bien volontiers. Alors, je ne sais pas si là, il y en a. Est-ce qu'il y a des projets ou une feuille de route du gouvernement pour cadrer ou soutenir l'emploi des seniors? Alors là, en fait, il n'y a rien pour l'instant. Il y a une négociation qui vient de s'ouvrir. Dans la réforme des retraites, il y avait deux choses sur l'emploi des seniors. Il y avait l'index senior et un CDI senior. Donc voilà, bon, l'index, on ne sait pas trop ce qu'il aurait recouvert puisque c'était un principe qui était fixé et que derrière, il aurait fallu négocier son contenu. Et le CDI senior, ça fait partie en fait de toutes ces mesures qui visent spécifiquement les seniors. Donc ça aurait été une mesure inefficace et coûteuse par ailleurs. Donc il n'y avait pas grand-chose. Ces deux mesures-là ont été de toute façon invalidées par le Conseil constitutionnel. Et au final, le gouvernement a lancé une négociation interprofessionnelle sur ce sujet avec une feuille, avec un cadrage qui est relativement large. Donc pour la première fois, parce que c'est jamais arrivé, on va avoir quand même une négociation entre le patronat et les syndicats au niveau interprofessionnel sur ce sujet. Donc à voir ce qui pourra en sortir ou pas. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Moi, j'avais noté quelques commentaires. J'ai essayé d'y répondre un peu. Oui, il y avait une question tout à l'heure qui était est-ce qu'il existe toujours une obligation de négocier sur les seniors? Non, il n'y a plus d'obligation. Enfin, quelqu'un avait répondu d'ailleurs dans le fil. Il n'y a plus d'obligation et il n'y a plus de politique publique sur les seniors depuis au moins 15 ans. En fait, si on met de côté le contrat de génération qui a été un flop terrible, puisqu'il y a eu à peu près 20 000 personnes qui sont rentrées dedans. Mais sinon, il n'y a plus de politique publique sur l'emploi des seniors, ce qui a été d'ailleurs déploré par la Cour des comptes. Donc, il n'y a plus non plus d'obligation, puisque ça faisait partie quand même des axes de politique publique à l'époque. Il y avait eu un grand plan senior en France dans les années 2008-2010, mais ça a été complètement raté. La retraite progressive, alors la retraite progressive, qu'est-ce qu'on peut dire sur la retraite progressive? Elle est très peu utilisée. Alors ça fait partie des choses qu'on regarde là dans les dispositifs qui peuvent être mis dans les accords. La retraite progressive, elle est très peu utilisée. Il me semble, si ma mémoire est bonne, que c'est autour de 4% des salariés qui ont accès sous une forme ou sous une autre. La retraite progressive, c'est un dispositif légal, mais il faut que l'entreprise accepte que les salariés en bénéficient. Et donc là, en fait, il y a eu quelques ajustements sur la réforme des retraites cette année. Aujourd'hui, un employeur doit justifier si il refuse la retraite progressive aux salariés, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, il refusait s'il voulait. Là, il y a une inversion, en fait. Et donc, il doit justifier pourquoi il refuse la retraite progressive à un salarié. Voilà, et puis je réponds juste aussi, j'avais vu passer une question sur le nombre de trimestres. Est-ce qu'une entreprise peut financer, voilà, est-ce qu'il y a un nombre maximum de trimestres? Alors, il y a un nombre maximum de trimestres qu'un salarié peut racheter, qui est limité à 12 trimestres.
Et après, rien n'empêche une entreprise de financer ses 12 trimestres si elle le souhaite. Mais en général, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est une aide au rachat de trimestre. Alors, je crois qu'il n'y a plus de questions, enfin, plus de questions immédiates. Si jamais il y avait des questions qui vous venaient a posteriori, le support sera adressé, il sera disponible et on a nos contacts qui sont en première page du support, donc n'hésitez absolument pas à nous adresser des questions qui vous viendraient après. Voilà, On s'arrête ben, là. On écoutez, vous remercie. très bien. Je vois, j'ai revu passer les trimestres. Alors, je ne sais pas si c'est le chat qui bouge ou si. Mais en tout cas, j'ai répondu, hein. Merci beaucoup Merci à vous. pour votre attention et Et puis, on vous souhaite une bonne journée. bonne journée.